bruits de la forêt. Alors c'est parti, je vais essayer de faire de mon mieux pour être concise afin d'être comprise, c'est quand même le but. Vous prendrez ce qui vous parle et vous en ferez ce que vous voulez. Pour faire bref, la sphère non consciente comprend l'inconscient, le subconscient, le préconscient, le supraconscient ou superconscient. Bon, le préconscient, c'est apparemment une notion qui n'est plus utilisée. Bref, on va se concentrer ici beaucoup sur l'inconscient. Alors il y a plusieurs niveaux à distinguer. Nous avons des programmes qui se créent au fil du temps, qui évoluent au fil du temps et dont on n'a absolument pas conscience, et pourtant ce sont avec ces programmes que nous allons fonctionner, que nous allons interagir, agir et réagir. Donc nous avons des programmes qui se sont installés, donc généralement dans l'enfance. Le plus gros des programmes se structure entre 0 et 7 ans. Il y a des programmes qui sont plutôt liés à l'émotionnel, des programmes qui sont liés au mental et des programmes qui sont liés au corps. Bien entendu, ces trois niveaux sont interconnectés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un programme ? À la même manière qu'on va programmer un ordinateur à effectuer un certain nombre de tâches de manière automatique, bon, c'est une manière peut-être un peu grossière de le dire, mais disons que la métaphore est assez parlante. On va donc télécharger tout un tas de programmes par rapport à notre éducation, aux différentes influences que nous avons absorbées. Donc on dit que l'enfant de 0 à 7 ans est particulièrement suggestible. Bon, en gros, c'est une éponge, quoi. Ce sont évidemment ses parents qui sont les piliers fondamentaux de sa vie et de sa structuration, qui vont, bon gré mal gré eux, suggérer à l'enfant une pléiade de fonctionnements et de modes de pensée. Mais pas seulement. C'est-à-dire que les parents ou tuteurs vont être amenés à vivre leur vie, comme tout le monde, et l'enfant, lui, va aussi, au fil du temps, faire ses propres interprétations de ce qu'il perçoit. L'enfant, lorsqu'il se structure, a besoin de se sentir dans un cadre sécurisé. Il a besoin de sentir que ses parents l'aiment, que ses parents se préoccupent de lui et qu'ils subviennent à ses besoins essentiels. À partir de là, l'enfant, donc en faisant ses propres interprétations de ce qu'il perçoit autour de lui, et notamment dans le comportement de ses parents, va mettre en place des mécanismes, et notamment des mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'il va créer différentes armures de protection pour se sentir toujours aimé et en sécurité. Peu à peu, en grandissant, il va également mettre en place différents stratagèmes, stratégies, afin d'attirer à lui certaines choses, certaines situations, et à en repousser d'autres. Par exemple, il va peut-être avoir quelques petites stratégies pour éviter de se faire disputer, d'être puni. Il va peut-être mettre en place d'autres types de stratégies pour attirer l'attention sur lui. Lui, il ne le fait pas en se disant « je suis en train de mettre en place une stratégie pour que ceci ou cela m'arrive ou ne m'arrive pas ». Ce sont des programmes inconscients. Ça se met en place au fil du temps et en fonction de l'environnement de l'enfant, des influences qu'il reçoit. Voilà, je me répète, mais bon. Alors évidemment, chacun de nous évolue de cette manière-là, grandit de cette manière-là, peu importe notre environnement. Et nous allons avoir
des petits programmes pour des petits trucs qui paraissent sans importance. On va avoir des programmes un petit peu plus conséquents, et puis on va avoir aussi des gros programmes, voire des très 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 gros programmes qui sont très lourds. Et généralement là ça touche la sphère émotionnelle. Et c'est surtout ce qui va nous intéresser ici, parce que ce qui touche au corps, c'est-à-dire cet inconscient qui va se forger par rapport au corps, va avoir déjà des programmes pré-téléchargés à la naissance, notamment pour tout ce qui est fonction vitale. Vous ne vous concentrez pas pour essayer de régénérer vos cellules, vous ne vous concentrez pas pour essayer de faire battre votre cœur ou pour faire circuler votre sang dans vos veines. Ça se fait automatiquement, et ça c'est un programme qui est situé sur le corps. Ce programme-là est lié à ce qu'on appelle l'ego, à l'incarnation. C'est un programme inconscient d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas besoin d'y penser, d'en avoir conscience pour que ce programme fonctionne. Alors, ce qui se passe avec tous les autres programmes, c'est que c'est pareil. C'est que on n'a pas conscience que ça fonctionne, que ça se met en marche. Et autant, certains programmes vont nous protéger à un certain âge, notamment parce que nous ne sommes pas structurés d'une manière suffisamment solide à tout point de vue, que ce soit au niveau énergétique, corporel, au niveau mental, au niveau de notre force mentale, etc. Nous avons aussi un émotionnel qui ne peut pas gérer autant de choses que l'on peut gérer à l'âge adulte, c'est-à-dire que il peut se produire des situations où l'enfant se sent réellement en danger de mort, c'est-à-dire que l'abandon ou le rejet d'un des parents ou des deux parents peuvent le mettre dans un état tel qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait un programme, une armure qui vienne pallier à ça. Parce que pour l'enfant, ce n'est absolument pas gérable. Et généralement, c'est très souvent sur le plan émotionnel que ça pose problème. Donc nous avons des corps émotionnels chargés de tout un tas d'engrammes, donc ce sont des mémoires qui se sont cristallisées. Et évidemment, elles s'accumulent au fil du temps. Mais pour pouvoir cristalliser ces charges émotionnelles qui sont pas gérables pour l'enfant, l'enfant inconsciemment va mettre un programme en route qui va figer quelque chose et qui va aller le balancer dans un coin pour le gérer plus tard. Mais il n'en reste pas moins que c'est dans la mémoire du corps émotionnel, et ça fait partie de ce qu'est l'inconscient. C'est pas que ça, mais quand même majoritairement ce qui nous pose problème à l'âge adulte, ce sont des choses comme ça. Par exemple, un enfant dont un des deux parents s'en va, quitte le foyer, quitte l'autre parent. Admettons, la mère quitte le papa, va faire sa vie je ne sais où, et laisse son enfant avec le père. Et là, c'est très compliqué. Alors, selon l'âge, en plus, c'est pas géré de la même manière. Parce qu'il y a un âge où l'enfant a beaucoup plus besoin de sa mère que de son père. Et après, il va arriver à un âge, un peu plus tard, où il va être beaucoup plus axé sur le père. Ce sont des mécanismes humains, des fonctionnements humains. On se structure comme ça. Parce que nous n'avons pas les mêmes besoins à différents âges. Donc cette maman est partie, c'est peut-être pas forcément contre lui. La maman peut partir pour diverses raisons. Elle peut peut-être partir parce qu'elle est hospitalisée, qu'elle a une maladie. Elle peut partir parce qu'elle va aller s'occuper d'un parent qui vit peut-être dans un autre pays et elle ne veut pas perturber la scolarité de son enfant et que le papa il a besoin d'aller travailler, etc.
Donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais l'enfant, lui, il va le vivre comme un abandon, voire comme un rejet. Et ça peut être quelque chose qui, émotionnellement parlant, n'est pas gérable pour l'enfant. Donc là, l'enfant va structurer, malgré lui, un programme. Il va structurer une carapace, un mécanisme de défense, une armure de protection. Et le rejet, l'abandon, c'est quelque chose qui va le poursuivre pendant très longtemps. Donc vous pouvez peut-être vous dire que je vous parle à beaucoup de l'enfant, que ça n'a peut-être pas forcément de rapport avec l'inconscient et le conscient, mais si, parce qu'on structure tout ce qui est dans notre inconscient pendant l'enfance, et c'est justement tous ces programmes qui vont s'installer silencieusement et donc structurer l'inconscient, même s'il n'y a pas que ça effectivement. Donc cet enfant, il risque à l'âge adulte d'être confronté à nouveau à ce problème d'abandon et de rejet parce que il a une charge cristallisée en lui qui répond à cette fréquence d'abandon. Si assez tôt ses parents ou tuteurs lui ont permis de rencontrer par exemple un thérapeute compétent avec qui ça s'est bien passé, à ce moment-là, il va peut-être pouvoir évacuer un certain nombre de choses sans avoir à les porter jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 30, 40, 50, 60 ans, voire plus. Je fais un parallèle qui me semble évident entre ce qu'on appelle les engrammes, qui sont des mémoires, donc les charges émotionnelles, et les programmes, parce que ils sont totalement liés. Et l'enfant qui va vivre l'abandon, il va avoir aussi tendance à se parentaliser. Donc après, chaque enfant ne va pas structurer les mêmes programmes parce que on est tous différents. Il y en a certains qui vont être plus dans le retrait, il y en a qui vont s'agiter dans tous les sens. Enfin bref, voilà quoi. Il y a des choses qui nous arrivent dans l'enfance qui parfois sont occultées. Et on sait que ce qui est occulté, c'est ce qui est caché. Donc là, on est bien dans la sphère du non-conscient, de l'inconscient. Certaines personnes, une fois adultes, qui vont faire des séances d'hypnose parfois régressives, qui vont revenir en arrière, vont se rendre compte en fait qu'ils ont vécu une agression quand ils étaient enfants et qu'ils l'ont occulté. Et parfois c'est même vérifiable, donc c'est pas un délire imaginaire. Alors ici j'évoque l'abandon, mais évidemment il y a plein d'autres choses. Certains d'entre vous connaissent peut-être les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui nous propose des pistes, sachant que nous avons parfois plusieurs blessures en même temps. Mais en fait, l'abandon, ça peut être quelque chose d'extrêmement subtil. Moi, je vous en parle ici parce que je constate, en tout cas dans la sphère de ma réalité, je remarque que c'est quand même une charge émotionnelle assez récurrente chez pas mal de personnes. L'abandon, ça peut être quelque chose de très subtil. C'est pas une obligation que des parents soient décédés ou soient partis de la maison ou se soient absentés pendant un mois. Parfois le parent est là, mais c'est comme s'il était absent parce que il y a quasiment pas d'interaction, c'est froid, il ne remplit pas son rôle de parent, tout simplement. L'enfant, il a besoin de ces 2 figures fondamentales que sont les parents pour notamment structurer son féminin et son masculin intérieur. Donc nous avons tous ça en nous. C'est ce qui va nous permettre de nous équilibrer. Ce sont 2 énergies porteuses de certains principes qui créent l'équilibre. C'est le yin et le yang. C'est le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Et ce symbole du yin et du yang est un symbole extrêmement fort. Et parfois, quand un des parents manque à l'appel,
qu'il est quasi absent, on va dire, quelle que soit la manière, eh bien l'enfant va se substituer à un des parents, voire donc se parentaliser, et il va avoir parfois un masculin ou un féminin qui n'est qu'en fait une substitution de cette énergie-là. Et ça va être très difficile pour lui de se construire parce que il n'a pas pu édifier cette énergie en lui correctement. Donc il va aller la chercher à l'extérieur. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent. C'est notamment ce qui va créer des dépendances affectives, etc. Donc on va structurer toutes ces choses-là dans notre inconscient. Donc vous imaginez bien qu'arrivé à l'âge adulte, comme très souvent on n'a pas réglé ce genre de choses, il y a des personnes qui sont un petit peu plus délestées que d'autres. Mais évidemment, on va attirer à nous des situations pas possibles pour pouvoir évacuer toutes ces charges cristallisées en fait. Et je ferai une petite parenthèse par rapport à ce féminin masculin. Lorsque je fais un soin chamanique, c'est le premier truc que je regarde. Comment ça circule de bas en haut et comment ça circule de haut en bas. Donc, pour en revenir à cet humain et à ses besoins, l'être humain, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est né, bon alors au départ il est sur un mode survie, mais ce qu'il recherche avant tout, c'est quand même de l'amour, de l'attention, de l'affection. Et il a aussi besoin de trouver sa place parmi les autres. Et parfois, il va s'adapter à tel point que finalement, il va se nier lui-même sans s'en rendre compte. Et là, on est à nouveau dans la sphère de l'inconscient. Et les programmes qui seront mis en place vont donc faciliter l'intégration de l'individu dans le groupe notamment, mais ces programmes ne sont pas forcément adaptés et vont parfois poser problème par la suite. Donc en fait, nous vivons tout un tas d'expériences au cours de notre enfance et tout au long de notre vie bien sûr, mais comme c'est durant l'enfance que nous nous structurons, quand certaines expériences sont pénibles à vivre, nous allons mettre en place tout un tas de programmes. Donc il y a ces programmes qui sont dus à l'émotionnel, qui sont dus à l'expérience, il y a les programmes qui sont en fait des croyances induites, transmises par notre environnement, notamment nos parents bien sûr, et peu à peu, le but c'est quand même que l'enfant il arrive à s'autonomiser, à se détacher de ça, à sortir de ce mode survie, mais on est dans une société aujourd'hui où c'est très compliqué de sortir de ce mode survie, de poser son autorité sur soi et de récupérer son pouvoir en fait, son propre pouvoir sur soi. Alors bien entendu, dans ce phénomène d'inconscient, on a aussi deux notions qui sont l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Alors il y a une image qui est très parlante, qui est celle de l'iceberg et qui est très employée pour faire cette métaphore avec l'inconscient. Donc qu'ils soient individuels ou collectifs. Puisqu'on sait que la partie émergée d'un iceberg, donc qui est en surface, cette partie visible, est en principe plus petite que la partie qui est immergée, cachée sous la surface de l'eau. On parle quand même de 90% d'inconscient pour 10% de conscient chez l'être humain, ce qui est juste énorme. Donc l'individu est constitué d'une sphère non consciente et d'une sphère consciente. Et à savoir que c'est quand même cette sphère non consciente, l'inconscient, qui régit beaucoup notre vie, principalement en tout cas. On va générer dans une journée, a priori, environ 30 000 pensées. On ne se rappelle pas de tout en fin de journée, bien entendu. La plupart d'entre elles sont là pour régler des problèmes ou parce qu'on tourne en rond autour de quelque chose qui nous contrarie ou qui nous énerve. Donc on se plombe
inconsciemment, très souvent. Parce qu'en fait, tous ces programmes qu'on a mis en place, ils vont créer des schémas de pensée, des modes de pensée. Mais ces programmes-là, même si les principaux, on les installe quand on est petit, c'est intéressant de savoir qu'on en installe toute sa vie, en fait. Et donc, on peut réinitialiser, faire un reset, ce qui va nous permettre de mettre en place d'autres programmes, peut-être plus adaptés, notamment à notre vie d'adulte, et d'arrêter de répéter toujours les mêmes comportements, les mêmes schémas, parce que les programmes instaurent les habitudes en fait. Ce sont des repères importants, surtout quand on est enfant, mais qui sont pas toujours sains d'ailleurs. Donc il y a une myriade de choses qui se passent dans notre sphère inconsciente. Et évidemment, ça va nous renvoyer directement sur ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, en fait, pour moi, c'est une loi universelle. C'est-à-dire que tout ce que l'on vibre, tout ce qui nous compose, que ce soit au niveau émotionnel, mental, physique, émet des vibrations qui partent dans toutes les directions et qui vont attirer à nous des expériences. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'abandon, si on a des charges émotionnelles cristallisées, donc dans le corps émotionnel, qui cherchent à se libérer, elles vibrent sur une certaine fréquence. Ces fréquences qui sont émises vont être perçues inconsciemment à l'extérieur par d'autres personnes, dans le collectif ou dans l'inconscient individuel d'une autre personne, qui va être attirée par cette fréquence-là et qui va venir parfois nous botter les fesses très fort, notamment parfois dans les couples où on va vivre des trucs vraiment pas sympas, où on va galérer, où on va souffrir parce que tout simplement la personne va répondre à cette fréquence qui correspond à votre charge énergétique, charge émotionnelle qui cherche à être évacuée. Pour qu'elle soit évacuée, il est nécessaire que vous ressentiez une émotion similaire à l'émotion qui a créé cette charge. Jiddu Krishnamurti nous disait tout ce qui n'est pas compris se répète. Ça va même au-delà de la compréhension, je dirais. Mais il est clair que quand on a eu un petit souci d'abandon dans l'enfance et qu'on n'a pas vraiment réglé ce problème de charge énergétique, de charge émotionnelle cristallisée dans le corps émotionnel, évidemment, on risque de vivre de nombreuses situations où on va être abandonné, tout simplement pour évacuer la charge. Généralement, ça se représente quand on commence à être un petit peu plus solide et que on peut faire face à une émotion difficile. Beaucoup mieux en tout cas que quand on est enfant. Donc avec l'inconscient, on attire à nous plein de trucs qu'on ne comprend pas. Des situations, des personnes, des expériences qui ont tendance à se répéter. On a parfois des réactions tout le temps similaires à ça, parce que ce sont nos programmes qui se mettent en marche. Finalement, on n'a pas toujours le bon réflexe. Et le premier réflexe, déjà, c'est de ressentir l'émotion qui vient et de ne pas la refouler quelque part. Parce qu'après, on devient une cocotte minute. En plus, on emmagasine une espèce de frustration, une pression. Et puis un jour, ça explose. Alors, c'est bien, je pense, de s'intéresser quand même un minimum à soi, à nos ombres. Ce qui est caché dans l'ombre, c'est l'inconscient. Et peut-être de mettre en lumière certaines choses. Alors parfois, c'est pas la peine de comprendre le pourquoi du comment, ça sert à rien. L'essentiel, c'est de laisser évacuer les choses. On peut aussi rencontrer un thérapeute, éventuellement pour se faire aider. Mais on peut aussi exploser. Parfois, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour nous faire réagir, malheureusement. Il n'y a pas de règle, il y a de multiples possibilités.
pour de multiples individus totalement singuliers, les uns par rapport aux autres. Alors finalement, j'aurais pu vous faire une vidéo de 15 secondes et vous dire que l'inconscient, c'est ce que vous ne connaissez pas de vous-même, mais qui fait quand même partie de vous-même. Voilà, ça y est, j'ai terminé la vidéo. Eh ben non, j'ai encore des choses à dire et ça va durer encore un moment. Désolé. Vous pouvez faire une pause, hein. Vous pouvez cliquer sur pause, boire un petit café, une infusion. Alors ce phénomène de l'inconscient qui manifeste des choses dans la matière pour nettoyer, hein, en fin de compte, ces charges, pour aussi vider certains programmes hein, qui ne sont plus adéquats à l'âge adulte. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas des exercices à faire pour attirer de l'abondance, de l'amour et tout ça. Hein. La loi de l'attraction, c'est une loi universelle. Tout fonctionne comme ça. Donc, à partir de là, s'intéresser un minimum à ce qui se passe en nous, quoi, à nous connaître, tout simplement, à essayer de mettre en lumière de plus en plus nos ombres. Et pour ça, il y a des thérapeutes, notamment l'hypnose et l'unirothérapie sont deux techniques très efficaces pour aller discuter avec l'inconscient et pour mettre en lumière des choses. Après, on peut tout simplement avec l'hypnose notamment, faire une sorte de reset sur certains programmes sans pour autant aller remuer sans faire remonter précisément le pourquoi du comment à la surface. Parfois c'est pas pertinent de le faire, ça sert à rien, on perd du temps. Mais parfois ça peut être intéressant, puis bon après ça dépend de chacun aussi, hein. On n'a pas tous envie de faire les choses de la même façon. Donc évidemment, ce que chaque personne alimente à un niveau individuel, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs, se répercute dans le collectif. Et là, on a un principe qui va dans les deux sens. C'est émission-réception, c'est-à-dire que nous, à un niveau individuel, on va envoyer des choses dans le collectif et on va aller pomper des trucs dans le collectif. On va se laisser influencer en fait. Donc depuis environ 2 ans, vous pouvez voir que il se passe pas mal de trucs au niveau collectif et individuel, bien entendu. Et ce qui se passe à un niveau collectif, ou tout du moins ce qui fait figure d'autorité au niveau du collectif et de l'individuel, bien sûr, c'est la télévision. Ça a une influence qui est vraiment juste colossale. Vous n'imaginez même pas. Comme cette autorité, à un moment donné, peut-être on l'écoute, mais à un niveau individuel, reprendre son pouvoir et remettre l'autorité à l'intérieur de soi, c'est aussi se faire sa propre idée sur tout ce qu'on entend. Et notamment la télévision. Moi je sais que j'ai arrêté depuis pas mal d'années, je sais qu'il y a des programmes qui sont aussi assez intéressants, mais je trouve ce dont j'ai besoin sur le net. Donc j'ai débranché l'antenne depuis 11 ans, hein, donc voilà. Après chacun fait comme il veut s'il a envie de regarder la télé. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de regarder la télé, hein, personnellement. Je préfère m'informer, je préfère découvrir tout un tas de choses variées, aller en forêt, etc. Ça me semble plus sain. Ce qui se passe avec les programmes que nous installons, c'est que nous alimentons des peurs, parce que ces programmes, la plupart, ils sont là sur un mode survie. Donc, évidemment, la télévision a un rôle quand même dans l'inconscient collectif, mais qui est parfois dévastateur. Et je trouve qu'on le voit quand même, on peut l'observer ça, depuis 2 ans, c'est assez flagrant. Il n'y a pas que depuis 2 ans, bien entendu. Mais là, on atteint des sommets, là. Donc sortir des croyances et reprendre son autorité, son propre pouvoir, c'est peut-être regarder le monde sous un autre angle. Et de ne pas se laisser hypnotiser par des messages à répétition
qui vont aller mettre le doigt sur nos peurs et qui vont nous orienter de plus en plus dans une boucle, un cercle vicieux de peur. Alors il ne s'agit pas ici de nier totalement l'information, si c'est bien de l'information dont il s'agit, hein, et non pas un discours qui cherche à diviser les gens ou à les amener d'un côté plutôt que d'un autre. Et là encore, pour pouvoir faire la part des choses, il me semble vraiment indispensable de reprendre son pouvoir sur soi. Et replacer l'autorité à l'intérieur de soi, c'est ça. Et c'est sortir de ces cercles vicieux à l'extérieur qui nous captent, qui nous captivent, qui nous hypnotisent. Si nous créons le monde à chaque instant, si c'est à un niveau individuel que nous créons le monde collectif, parce que c'est le cas, est-ce qu'il serait pas plus judicieux de sortir de ces cercles de peur, de ces cercles hypnotiques et vicieux? Le problème, c'est quand les médias commencent à tourner en boucle, en fait, sur tout ce qui touche à la survie de l'humain. Donc la survie se situe sur notre premier chakra, celui qui nous incarne, et ça va nous renvoyer directement au dernier chakra. Donc en bas, on a la pulsion de vie, et en haut, on a la pulsion de mort. Donc ce sont des notions qui sont aussi décrites en psychanalyse. Et dans l'énergie de ce premier chakra, donc ce premier centre énergétique, hein, où il y a la survie, on est très vite sur des notions de manque. Et le manque nous ramène directement à cette peur de la mort, la peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins vitaux, essentiels, etc. Finalement, c'est assez facile de manipuler des personnes, hein, pour ne pas dire des masses, en leur faisant peur, d'une manière finalement qui est assez stratégique, si je puis dire. Bon, bah dites donc, moi j'ai débuté la vidéo, je suis monté crescendo dans l'agitation, et j'ai donc fait une coupure à 10 minutes, mais alors là, je réécoute un petit peu ce que j'ai enregistré précédemment, et là, on est aux antipodes, hein. On dirait que je vais m'endormir et j'ai bien peur que vous vous endormiez aussi. Si jamais vous avez du mal à vous endormir le soir, que vous avez des insomnies, mettez cette vidéo. Je suis sûre que ça va vous endormir. Donc globalement, croyance égale programme égale habitude, mode de pensée et comportement. Ouais, je vais essayer de me réveiller un peu. Non, mais je suis pas endormi, mais je suis détendu et calme. J'aurais peut-être dû faire une vidéo de relaxation finalement. L'inconscient, donc ce qui est caché en nous, qui fait partie de nous, mais que nous ignorons finalement, ça détermine complètement notre avenir, nos vies, et ce qu'on va créer dans nos vies. Et ça renvoie complètement sur ce phénomène de loi d'attraction. Mais malheureusement, oui, on crée davantage de manière inconsciente que de manière consciente. Parce que le conscient est créateur, mais l'inconscient aussi. Et comme le conscient égale 10% et l'inconscient égale 90%, voilà le tableau, quoi. Donc l'inconscient, ça comprend une carte, comme une carte géographique en quelque sorte de nos croyances. Des croyances qui pour la majorité sont erronées, quoi. Très vite, enfant jusqu'à l'adolescence, on va accepter des notions de bien et de mal. Ces notions se forgent progressivement sous l'influence des différentes figures d'autorité qui sont à l'extérieur, donc c'est-à-dire les parents, les tuteurs, instituteurs, la télé, etc.
Donc tout ça va définir chez un individu sa jauge entre le bien et le mal, sa définition du bien et du mal. Et normalement, les figures d'autorité de l'enfant sont censées poser un cadre afin que l'enfant puisse se structurer dans sa singularité, c'est-à-dire pas ressembler à tout le monde et être un mouton, et donc il devrait pouvoir lui permettre de grandir librement en le laissant exprimer ce qu'il est vraiment et pas ce que la société attend de lui ou la famille attend de lui, etc. Mais si on observe un peu les choses globalement à la surface de la Terre aujourd'hui, ben c'est pas vraiment ça, quoi. Alors attention, je suis pas en train de dire que nos parents n'ont rien fait de bien, hein, parce que je suis mère aussi, et très sincèrement, je ne connais aucun parent qui soit parfait. Chaque personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle est, avec ce qu'il a construit, et elle transmet ce qu'elle est capable de transmettre. Une personne qui a vécu l'abandon ou qui n'a jamais reçu d'amour, ou qui s'est trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, et puis qui ne s'est jamais senti réellement acceptée, qui s'est fait exclure de plusieurs écoles, etc., qui est dans la blessure du rejet, quoi, hein. C'est pas simple, évidemment, et quand cette personne-là elle a des enfants, c'est chaud, quoi. Et puis même pour une personne qui croit avoir une vie dorée, sympa, où tout allait plutôt bien. Et non, finalement, souvent c'est pas si rose que ça. Parce que peu importe la vie qu'on ait eue, l'éducation qu'on ait reçue, de toute façon, on a tous et toutes nos boulets. On se les trimballe. Tous. Alors il y en a, ils en ont plus que d'autres, oui. Puis il y en a, ils en ont des petits, des moyens, des gros. Après, ça c'est variable, hein, d'une personne à l'autre. Mais il n'y a pas une personne sur cette terre qui soit parfaite. Donc évidemment qu'il n'y a pas de parents parfaits. Au niveau de notre évolution d'humain, on n'est pas encore tout à fait des humains. On est sur le chemin vraiment de l'humain équilibré. On est pré-humain, comme certains disent. Donc là où on en est maintenant, on fait de notre mieux, voilà, avec ce qui nous constitue, avec ce qu'on comprend, avec ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais je trouve néanmoins que c'est quand même intéressant de parler de l'inconscient, parce que nous croyons en fait maîtriser et puis nous connaître, mais pas tant que ça, quoi, finalement. Rappelez-vous, quoi, conscient 10%, inconscient 90%. Bon, c'est pas vraiment un espace, et je pense pas que ce soit réellement quantifiable, mais évidemment que en vivant la vie et en observant autour de soi ce qui se passe, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce que nous attirons à nous, on peut constater quand même que entre ce qu'on souhaite réellement et puis ce qui nous arrive, il y a quand même un décalage très souvent. Donc on peut quand même supposer que c'est l'inconscient qui a la main, hein. Alors je vais essayer de donner des exemples, notamment de croyances, comment elles peuvent se construire.